Je me souviens une année, j'avais fait pour la première fois un superbe dessin. Je m'étais investi et tout, j'y avais passé des heures. C'était pendant les périodes de Noël. J'avais vraiment passé une après-midi entière à le faire. C'était incroyable. C'était la première fois que je m'étais dit, allez, je m'investis, je fais à fond. Un dessin pour ma mère. Euh, Quelques jours plus tard, je l'ai vu dans la poubelle. Voilà. Non, c'est pas vrai. Allez hop. On se retrouve pour la véritable anecdote du jour. Est-ce que vous aussi, alors là je m'adresse plutôt à ceux qui ont grandi dans les années 80, 90 je dirais, peut-être encore un peu les années 2000, je ne sais pas, vous me direz, mais est-ce que vous aussi, vos parents, n'ont eu que des clémentines ou du pain d'épices à Noël. Voilà. Combien de fois j'ai entendu la phrase, mais tu devrais être bien content parce que nous, on n'avait qu'une clémentine pour Noël. Bon, très bien. Ou alors on avait qu'un pain d'épices, mais enfin, je ne disais absolument rien. Hein. Mais c'était une phrase comme ça qui arrivait, et puis à chaque fois, il y avait un moment de la soirée. Voilà, on était en train de parler de l'actualité, ou je sais pas, la dernière chanson à la mode, ou le dernier film qu'on a vu. Puis il y a forcément un moment, ça venait comme ça n'avait aucun lien avec ce qui se passait avant, et ensuite ça n'avait aucun lien avec ce qui va se passer par la suite, mais ça arrivait, ça sortait. Vous savez, nous, à l'époque, on avait juste une petite clémentine, et puis on était contents. Hein. Voilà. Donc je m'adresse à vous. Est-ce que vous aussi, vos parents n'avaient qu'une clémentine à Noël ou... Voilà, il y avait deux écoles là aussi. Il y avait un, ils avaient juste une clémentine, et les autres, ils avaient juste une tranche de pain d'épices. Bon, derrière cette ironie, évidemment, ça m'intéresse beaucoup, et je trouve que c'est assez fascinant. Et puis en même temps, on sentait que c'était quelque chose qui restait. Vous voyez, cette anecdote, c'était quelque chose d'important pour eux. On sentait que, bah oui, c'était vraiment la fête parce qu'il y avait ce petit truc en plus. Donc, est-ce que vous aussi, pour le jour de Noël, pour la veille ou pour le jour, il y avait ce petit truc en plus? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai adoré lire hier tous vos commentaires sur vos repas de Noël, toutes vos habitudes. C'était absolument génial. On se retrouve pour ce début de semaine. Voilà, début de semaine, il faut y retourner. Allez, encore 2 grosses semaines pour ensuite vous nous diriger vers donc la dernière ligne droite. Donc nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2025, donc il nous reste plus que 17 jours avant Noël. Mon conseil de lecteur, parce que beaucoup m'ont dit comment vous faites pour vous souvenir de vos lectures. Lorsque j'avais évoqué ce calendrier de l'Avent, la question qui est très souvent revenue, c'est celle-ci. Comment vous faites? Comment faire pour se souvenir de ces lectures? Et c'est une très très bonne question. Je vais la traiter là vraiment très rapidement dans cette très courte vidéo, mais je vais y revenir beaucoup plus longuement un jour dans une longue vidéo, peut-être pas cette année, mais je pense l'année prochaine, en tout cas j'y reviendrai très longuement, parce que ça n'a rien d'évident en fait de se souvenir de ces lectures. Parce que notre cerveau, il est fait de telle sorte que c'est pas parce qu'on lit comme ça que automatiquement il va se souvenir de ce qu'il vient de lire, de ce qu'il vient d'emmagasiner. Donc c'est tout à fait normal en réalité que vous ne vous souveniez pas de ce que vous avez lu, que vous n'ayez presque pas grand-chose qui vous soit resté de certains livres. En fait, c'est pas du tout votre faute. C'est vraiment parce que notre cerveau, il est fait comme ça. Et si on ne l'entraîne pas, si on ne fait pas des choses de manière active pour, on va dire, le muscler, ce cerveau, en tout cas pour faire en sorte de se souvenir, c'est tout à fait normal que notre cerveau, il fasse un tri, mais vraiment très sélectif de ce qu'on a lu. Et moi aussi, j'avoue que ça m'est arrivé pendant très longtemps de ne plus me souvenir de ce que j'avais lu. Et il y a même des livres où je ne pourrais même pas en parler, que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, il y a 7-8 ans, je pourrais vraiment presque rien en dire. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que depuis que je fais tout ça, sur YouTube, ma chronique à la radio, mes comptes Twitter ou Instagram, mon blog, eh bien, j'arrive beaucoup plus à me souvenir de mes lectures. Voilà. Et c'est pas du tout parce que j'ai changé quelque chose dans ma façon de lire, c'est parce que j'ai cet état d'esprit de me dire, il va falloir qu'après, j'avais avoir envie de soit leur donner envie de le lire, en tout cas de leur donner un avis éclairé, sincère et objectif de ce que j'en aurais pensé. Et donc j'ai remarqué que je me souviens beaucoup plus de mes lectures depuis que je fais tout ça. Donc peut-être un tout petit conseil, je pourrais vous en donner beaucoup d'autres sur des choses que je fais, mais peut-être un petit conseil, vous dire pendant que vous lisez le livre, vous vous dites, je suis moi aussi un youtubeur, en tout cas moi aussi je vais devoir faire une petite capsule de 2-3 minutes, entraînez-vous, faites-le après avoir lu un livre,
vous posez votre téléphone, personne ne vous regarde, personne ne regardera jamais cette vidéo, vous pouvez même la supprimer juste après, et vous faites une vidéo dans laquelle vous devez, en tant que youtubeur ou youtubeuse, ou même façon mur, n'importe comment, pendant que vous faites la cuisine, je ne sais pas moi, faites une chronique, voilà, parlez de votre livre. Et pour cela, vous allez voir que pendant la lecture de votre livre, ben, vous allez vous obliger parfois à vous dire ah tiens, ça c'est intéressant, ça voilà ce que j'en pense, voilà ce que vous voyez, être également actif lorsque vous lisez le livre, pas juste le lire de manière passive, mais être actif pour vous dire ben, tiens, comment moi après je vais vouloir en parler, est-ce que j'aime, qu'est-ce que je pourrais dire pour dire que je n'aime pas, qu'est-ce que je pourrais dire pour dire que j'aime et donner envie à quelqu'un de l'acheter ou de se le faire offrir. Et je pense que déjà ça peut être un petit moyen mémotechnique comme ça pour mieux vous souvenir de vos lectures. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je vous dis, déjà pendant ce mois de décembre, parce que c'est vraiment la question qui est le plus revenue, donc j'y reviendrai. Et puis dans une vidéo que je prépare et qui sera beaucoup plus complète là pour le coup. Et mon conseil de lecture, après mon conseil de lecteur, l'anecdote du jour, ben un conseil de lecture autour de la mythologie. Si vous êtes passionné de mythologie et que vous cherchez de bons ouvrages sur la mythologie, ou alors si vous connaissez des passionnés de mythologie à qui vous voulez offrir justement quelque chose de très bien, je vous en propose deux qui sont très différents, qui sont complémentaires je trouve, et que moi j'ai trouvé vraiment sympa. Ils sont très récents. Ils sont parus là en cette fin d'année 2025. Le premier, c'est de Camille Junot. Ça s'appelle Ulysse, Athéna et les autres, la mythologie gréco-romaine racontée par la peinture. Voilà, je vous avais déjà parlé d'un ouvrage de Camille Junot. C'était Léonard, Frida et les autres, où elle présentait une petite histoire de la peinture comme ça de manière rapide. Là, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps de ce livre, mais vraiment, je vous le conseille. Si vous regardez ces vidéos calendrier d'avant et que vous cherchez à faire un cadeau, c'est très beau. Il y a de très très belles peintures, de bonnes explications et comment l'histoire de la mythologie est racontée de manière très simple, franchement, et de manière très accessible par la peinture. Donc vous avez des très beaux tableaux à l'intérieur. Et l'autre ouvrage sur la mythologie, ça s'appelle Mythologie, tout simplement, gréco-romaine, les mythes et leur influence dans la pop culture, c'est pour ça que je disais que c'était complémentaire, de Héraclès Citared. Héraclès Citared, c'est quelqu'un qui a un compte Twitter, donc on se connaît via Twitter, et il a sorti cet ouvrage qui s'appelle Mythologie gréco-romaine, où alors il y a moins de tableaux, hein, il n'y a pas les tableaux, mais des dessins beaucoup plus modernes et également que je trouve vraiment très jolis. Et donc c'est vraiment, là c'est très complet en termes de mythologie. Déjà l'ouvrage, je le trouve qu'il est beau. Voilà, il n'est pas très lourd en plus pour une grosse encyclopédie. À regarder, là c'est vraiment très beau. Et ce que j'ai bien aimé en plus vraiment toute l'explication. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment complet. Je peux vous assurer que l'ouvrage d'Héraclès Citared, il est également très complet. On a toutes les familles, on a tous les noms, les grands événements de la mythologie grecque et romaine, et il s'en explique sur l'appellation de mythologie gréco-romaine. Et en plus, on a, regardez là, un type de dessin par exemple, voilà, hop, vous voyez. Et donc, on a également le lien entre la mythologie et la pop culture, toute la présence dans les films, jeux vidéo, ouvrages, bandes dessinées, comment la mythologie est présente et a influencé toute l'histoire également de la pop culture. Et donc, on a avec un index à la fin de pop culture, on a plein de films cités. Donc, il y a ça en plus. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, si vous connaissez des ados ou des jeunes passionnés de cinéma et qui ont vu, j'imagine, au moins une ou deux fois des films en lien avec la mythologie, c'est intéressant de leur montrer en quoi les films qu'ils adorent sont liés à la mythologie gréco-romaine, à des textes écrits il y a plus de 2000 ans. Voilà pour mon conseil de lecture. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine. On se retrouve demain pour un nouveau calendrier de l'Avent littéraire. À demain.